Bonsoir, donc je suis en effet Laurent Cousy et je travaille, en fait je suis responsable du service connaissance de la LPO France. Le service inclus dans le pôle protection de la nature. Euh, à mon tour, je vais vous présenter un projet qui en fait n'est pas du tout un- comment dirais-je, un protocole ou un dispositif nouveau ou un supplémentaire, mais plutôt un projet agrégateur, si on peut dire, les choses comme ça, un projet qui ambitionne de fédérer finalement tout ce qu'on vous a présenté et vous avez entendu depuis hier. Euh, j'attaque. Donc le projet en question s'appelle Oiseaux de France. Euh, Voici son logo. Je vous présente ce logo pour une raison, pour plusieurs raisons. On a souhaité rassembler au fond dans cette illustration, dans ce logo, plusieurs informations et notamment une, vous l'aurez sans doute remarqué, au travers des deux silhouettes d'oiseaux présentes, qui sont celles d'une huppe et d'un toucan. On y reviendra, puisque ce projet en fait ambitionne de produire un certain nombre d'informations sur les oiseaux de métropole et des territoires ultramarins français, que ce soit les DOM ou les d'outre-mer. Et puis le dernier élément, ou le second élément, et Jérémy l'a présenté très clairement, c'est que ce projet s'articule autour de trois axes, à savoir la question de la répartition des espèces, des tendances et des effectifs. Donc en fait, l'idée de ce projet est née il y a quelques temps déjà, quelques années même, d'un constat tout simple, c'est que le précédent atlas, publié, je crois, en 2015, s'est appuyé sur un jeu de données qui a quasiment 10 ans aujourd'hui, que par ailleurs, et c'est une échéance qui est parfois peu visible pour le public, à savoir le rapportage Natura 2000, c'est-à-dire un exercice que chaque État doit faire à la demande de l'Union européenne, qui consiste en gros à remonter tout un tas d'informations pour un petit peu faire l'état des lieux de la biodiversité dans chaque État membre, et que le prochain rapportage va intervenir en 2024, et que souvent, même à chaque fois, ces exercices-là, qui rassemblent des panels d'experts de toute obédience, s'appuient énormément sur ces travaux d'Atlas, parce que ce sont des étapes de consolidation de connaissances assez importantes. Le troisième élément de constat, au fond, c'est que le précédent rapportage, qui a eu lieu en 2018-2019, a fait émerger un certain nombre d'informations manquantes, et singulièrement sur les tailles de population, mais Jérémy l'a exprimé, on y reviendra. Et puis, autre élément qui nous semblait justifier de se lancer dans un exercice de mise à jour d'un atlas, et vous le verrez sous une forme un peu particulière, c'est que aujourd'hui, et vous l'avez vu depuis 2 jours, énormément, ou du moins énormément, un certain nombre de suivis ou d'enquêtes existent. Ils sont réguliers. On a désormais une série importante de données au travers du stock d'une trentaine d'années. Dans le cadre de ce programme, on sort de la logique nidification en prenant en compte aussi l'hivernage. Et de ce point de vue-là, on a le wetland, le suivi des oiseaux d'eau hivernants, qui lui a plus de 50 ans. Donc on a des séries qui commencent à être longues. On voit émerger des protocoles qui s'installent. Donc voilà, il y a des coordinations. Tout ça se structure quand même plutôt pas trop mal, même si on peut toujours faire mieux. Et à côté de ça, on a aujourd'hui des outils, des bases de données, les BDD, qui existent partout sur le territoire, y compris en Outre-mer, quelle que soit la technologie, peu importe la nature des outils, mais qui sont des outils existants, qui permettent de consolider et de collecter une information, mais c'est sans égal par rapport typiquement, ne serait-ce qu'au précédent atlas. Et puis par ailleurs, on sait que les atlas, en tout cas s'agissant de l'avifaune, c'est quelque chose de très clairement identifié par les ornithos, par les birdwatchers de façon générale,
C'est quelque chose d'assez fédérateur parce que ça donne une échéance, ça donne un point de chute. Donc voilà, on se donne 2021-2024, donc on démarre cette année, c'est sans doute une année un peu de rodage, mais voilà. Et puis, autre point un peu marquant, c'est que cette fois-ci, on est à plus de 1500 espèces concernées, puisqu'on y reviendra, les territoires ultramarins sont concernés. Donc les voici, c'est une illustration qui est absolument pas complète, mais il va falloir s'intéresser aux merles migrateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux colombidés terrestres de Guadeloupe, aux colibris de Guyane, et ainsi de suite, en passant par la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. On est déjà rentré en contact avec nos partenaires de ces territoires-là. Évidemment, les méthodes qu'on vous a présentées pendant 2 jours sont parfois déployées, comme on l'a vu hier en Guadeloupe avec le stock, mais parfois ce sont d'autres approches, ce sont d'autres contraintes de terrain, d'autres contraintes d'accès. S'agissant de la Polynésie, vous avez presque 150 îles sur un territoire grand comme l'Europe, donc on voit bien qu'on ne va pas aller faire des époques tous les matins sur chaque îlot. Donc évidemment, tout ça est à géométrie variable, mais voilà, notre souhait est vraiment d'embarquer tout le monde, finalement, avec les moyens disponibles et les réalités locales, évidemment, à chaque fois. Donc un atlas, très rapidement, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas bien ces outils, c'est généralement des gros bouquins. Vous avez la jaquette, la couverture du dernier, qui était en 2 tomes, 1500 pages, et qui en gros présente l'intégralité, enfin en tout cas celui-ci présentait l'intégralité de la vie-faune de métropole, en période de nidification et en période d'hivernage, donc excluant les questions de migration, et qui se traduisait par la présentation de cartes à mailler, c'est-à-dire que chaque petite pastille de couleur représente une maille de 10 km, selon un référentiel standard, je ne rentre pas dans ces détails. Et puis, le clean de couleur représente en fait la nidification possible, probable ou certaine. Et vous aviez les mêmes cartes pour la partie, la saison hivernale. Donc ça, voilà, c'était jusqu'à présent, c'est comme ceci que se produisaient ou se construisaient les atlas et la forme qu'on leur a donnée. Donc on repart sur une mise à jour de cet atlas, mais pourquoi faire? Donc, comme l'a dit Jérémy, on ne s'est pas concerté, donc vous allez réentendre la même chose. On a impérativement besoin de savoir où ça se passe, où se situent les espèces, où est-ce qu'elles se répartissent. Et donc, vous avez là une carte de France, mais on aura la même chose pour les territoires d'outre-mer. Évidemment, les tendances, et donc essayer de quantifier. J'ai choisi cette illustration à dessin. C'est vraiment un exercice compliqué en dehors des espèces très rares ou très localisées. Et donc, ça, c'est le défi époque. En tout cas, pour les espèces largement réparties. À quoi ça sert un atlas? Donc, comme l'a dit aussi Jérémy, ça alimente, en effet, ça permet d'alimenter la fabrication de listes rouges. Ça contribue aussi à des atlas d'échelle supérieure. Et le dernier atlas européen qui vient de paraître, par ailleurs, s'est nourri évidemment des informations et des données produites pour des atlas précédents et plus largement des données, notamment à époque. Ça alimente aussi, donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, le rapportage Natura 2000, qui est un exercice quand même assez structurant pour tout le monde à l'échelle des États et à l'échelle européenne. Et puis, c'est aussi un exercice qui permettra et qui permet aujourd'hui d'abonder différentes politiques publiques. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs objets. J'en ai choisi 2 au hasard, dont un peu d'actualité. Singulièrement, l'Observatoire national de la biodiversité. Benoît connaît ça très bien. Le stock alimente plusieurs indicateurs de l'ONB. Au passage, je vous invite à aller consulter le site Nature France, qui est produit par l'OFB, et sur lequel vous allez retrouver tout un tas d'indicateurs, donc des indicateurs d'état, typiquement produits avec le stock, mais tout un tas d'indicateurs de pression et de réponse, quelques-uns. Sur du sujet de la biodiversité en France, il y a des choses assez intéressantes sur la consommation d'espaces naturels, sur les produits phyto, sur la quantité d'espaces protégés en France, etc. etc. C'est une ressource assez intéressante avec des choses
très, très consolidé et scientifiquement assez creusé, quoi. Et puis, en ce moment, il y a un chantier qui est la stratégie nationale air protégée 2030, où vous savez que les annonces gouvernementales nous annoncent à 2030 10% du territoire national sous protection forte. Donc, c'est un vaste chantier, on verra si on l'atteint, mais l'Europe nous y invite par ailleurs, puisqu'elle-même est en train de travailler sur sa stratégie biodiversité 2030, avec des exigences de résultats un peu inédites. Comment on va faire? Eh bien, en fait, on va faire ni plus ni moins que ce qu'on a présenté pendant 2 jours, à savoir s'appuyer sur l'existant, et donc tout simplement en faisant comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes les informations collectées, soit sous forme de liste complète. Quand on dit liste, c'est-à-dire avec la mention du début, de l'heure de début de l'observation, de la session d'observation et l'heure de fin, soit sous forme d'observation isolée, c'est-à-dire des données totalement opportunistes et donc isolées, et vues en mer à tel endroit, puis c'est tout. Donc ça, évidemment, cette information, elle reste éminemment précieuse, d'autant qu'il n'y a pas des dispositifs protocolés pour tous les compartiments, donc ces informations restent essentielles, et par ailleurs peut être accessibles à des personnes qui ne sentent pas la force ou capables de conduire un protocole. Évidemment, le protocole stock va alimenter ce projet-là, comme le choc s'agissant des oiseaux en hiver, ou encore le dispositif Wetland, donc, qui lui s'intéresse aux oiseaux d'eau au 15 janvier, une fois par an, et ce depuis les années 60. Je le dis. Et donc, vous voyez, graduellement, ces dispositifs se complexifient un petit peu, et au fur et à mesure que, j'ai envie de dire, la technicité augmente, eh bien, on augmente aussi la qualité de la donnée et donc son exploitabilité. Donc, on passe gentiment de la répartition vers des tendances. Et puis, aujourd'hui, ce qu'a présenté Hugo, les carrés rapaces, l'enquête LIMAT qu'on n'a pas présentée aujourd'hui, puisqu'elle porte sur une communauté d'oiseaux un peu particulière, que sont les limicoles et les anatidés, conjointement menée avec l'OFB, a pour objectif de calculer des tailles de population pour ces espèces-là en nidification. Jérémy a présenté les dispositifs EPOC et son corollaire EPOC EDF, enfin son jumeau EPOC EDF, un petit peu plus contraint, qui devrait, eux, nous amener, comme il l'a expliqué, à des calculs d'effectifs sur des tailles de population beaucoup plus importantes. Donc vous voyez, il y a des trous dans la raquette, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a d'autres acteurs qui coordonnent le GISOM sur les oiseaux marins et avec qui on est entré en discussion, voilà, pour voir comment ce travail-là pourra alimenter aussi de son côté ce projet d'Atlas. On ne fait pas tout, c'est bien évident. Évidemment, toutes ces données-là abondent la répartition. Il n'y a pas de, c'est le plus petit dénominateur commun, si je peux le dire comme ça. Donc, ce projet, on a voulu qu'il soit le plus ergonomique entre guillemets possible. On a bien conscience que ces protocoles, bah, c'est pas si trivial que ça. Il faut se mettre dedans, faut comprendre à quoi ça sert. Et l'idée de ce projet, c'était aussi de donner un peu enfin, comment dirais-je, de rendre lisible peut-être un peu plus davantage ces protocoles. Et voilà, on a 4 ans pour ça. Et puis, malgré tout, c'était de donner dès le début des clés et des outils pour suivre un peu la progression de ce projet et par ailleurs en mesurer les résultats. Donc, il y a une plateforme web qui est en cours de développement. Vous en avez là juste une vue de la maquette, mais peu ou prou, ça sera ça, où vous pourrez rechercher très vite une espèce, une maille, un territoire, etc., consulter des fiches espèces, enfin bref, mais surtout, et ça c'est assez inédit, on a conçu un outil qui normalement devrait aider la prospection. Et tout à l'heure, il y avait une question sur où est le tirage aléatoire des points époque en creux. J'avais l'impression de comprendre où est-ce qu'on les trouve. En fait, on a prévu d'injecter ce tirage aléatoire sur cette plateforme, de sorte que les gens qui souhaitent participer ou qui participent puissent mesurer autour de chez eux, ou après tout où ils veulent, où sont les époques, entre guillemets, obligatoires, c'est-à-dire les époques ODF, tirées aléatoirement. Est-ce qu'ils ont été déjà prospectés?
qu'est-ce qui s'est passé dessus, etc. Et donc ça, voilà, vous avez une illustration là de cet outil d'aide à la prospection, en tout cas sur le dispositif EPOC. Évidemment, vous retrouverez les cartes Atlas standard, classiques, pour chacune des espèces. C'est des illustrations minimalistes d'une maquette qui est encore une fois en cours de déploiement. Mais on tenait voilà, à mettre une dimension un peu, à faciliter l'accès à la construction collective de ce projet. Donc en résumé, on a 4 ans de terrain. Évidemment, on mobilise des données d'archives. D'entrée de jeu, on injecte 2 ans de données d'archives. C'est juste des millions de données dont on parle, d'ores et déjà, peut-être comme 20 millions, sur les années 2019-2020. Évidemment, on mobilise aussi, comme l'a dit Jérémy, pour des espèces très localisées, etc., des suivis préexistants. On ne va pas aller recompter les vautours moines à l'occasion de ce programme. Évidemment, le boulot est fait. Comme vous l'avez vu, on va s'appuyer sur des méthodes de prospection bien établies, des protocoles qui sont aujourd'hui relativement bien consolidés. Là encore, on va s'appuyer notamment sur le volet époque, sur un travail de thèse et donc avec encore un encadrement scientifique pour se donner toutes les chances d'aboutir et d'être robuste et le plus crédible possible. Une plateforme web pour aider à la prospection et évidemment retrouver les résultats au fil de l'eau, puisque finalement ce projet, cette plateforme, à la fin du programme, ou probablement en cours de route, mais je m'engage au moins sur la fin, permettra d'accéder non pas à un bouquin, mais finalement à chaque page du bouquin sous forme de fiche espèce dématérialisée, et donc un accès gratuit et qui permettra une mise à jour régulière des informations contenues dedans, singulièrement ces 3 informations vraiment essentielles pour la conservation. Ça se passe où, comment ça va et combien sont-ils? Évidemment, pour ce programme, il y a des dizaines d'associations locales et de partenaires divers qui sont contactés et mobilisés, et des milliers de contributeurs volontaires qui sont, là encore, embarqués dans cette aventure. Et je le rappelle, je le dis, franchement, tout le monde peut participer, même si ça peut paraître parfois un peu technique. En fait, il n'y a pas de mauvaise observation. Dans le cadre de ce projet-là, toute observation est la bienvenue. Et je conclurai juste en disant que voilà, c'est un programme qui est assez soutenu par le ministère et l'OFB. Évidemment, techniquement, le muséum est évidemment très présent sur ce projet-là, notamment au travers de l'encadrement de la thèse. Merci pour votre écoute. Je vous donne juste l'URL de la plateforme qui doit arriver incessamment sous peu. Vous savez ce que c'est. On fait au mieux. Merci pour votre écoute.